presque 1000 jours après le lancement de son invasion généralisée de l'Ukraine, Vladimir Poutine n'aurait atteint aucun de ses objectifs stratégiques. C'est ce qu'a affirmé Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, dans un article paru dans Foreign Affairs le 1er novembre. Et dans son argumentaire, il met en avant les pertes et les faiblesses, réelles ou supposées, de la Russie. Mais il passe sous silence les faiblesses des partenaires occidentaux de l'Ukraine et la dégradation générale du contexte international depuis le 24 février 2022. On comprend que le secrétaire à la Défense veut défendre son bilan, mais justement, le bilan de l'administration Biden, il n'est pas très glorieux, d'abord au vu de la victoire éclatante de Donald Trump aux élections présidentielles, mais aussi par rapport au sujet qui nous intéresse le plus sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire la guerre russe en Ukraine. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où, au lendemain de l'élection présidentielle américaine, je voudrais revenir avec vous sur le bilan de Joe Biden et sur ses insuffisances en matière de géopolitique. Donc le point de départ, c'est cet article de Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense. Poutine, selon lui, n'aurait atteint aucun de ses objectifs stratégiques, puisque Kiev n'est pas tombé, Zelensky n'a pas pris la fuite et l'Ukraine a résisté. Les presque 3 ans d'invasion généralisée ont coûté très cher à la Russie. En hommes, évidemment, on a une estimation très récente du haut commandement militaire ukrainien qui dit que le seuil des 700 000 morts et blessés côté russe a été franchi. C'est une estimation qu'il faut prendre avec une extrême prudence, mais on parle bel et bien de centaines de milliers de morts et de blessés côté russe et a fortiori des deux côtés. En Russie, les questions de mobilisation, d'approvisionnement du front, de conduite des opérations militaires ont été tellement problématiques ces 2 années et demie dernières qu'elles ont provoqué ce qu'on appelle l'insurrection ou l'aventure de Yevgeny Prigojine à l'été 2023. Et ça, quoi qu'on en dise, ça a bel et bien fait trembler le Kremlin. Il y a aussi l'aspect économique, la guerre coûte très cher. Bon, en général évidemment, mais là c'est principalement de la Russie dont je parle. Lloyd Austin, donc toujours lui, estime que Moscou a déjà perdu 200 milliards de dollars dans son effort de guerre, et donc c'est-à-dire en matériel, en armement, en munitions, en infrastructures. Encore une fois, c'est une estimation à prendre avec beaucoup de prudence, mais le fait est que l'économie russe, elle n'est pas dans une situation optimale. On constate de nombreuses pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, et à cela s'ajoutent les sanctions internationales, notamment occidentales, qui n'ont pas mis l'économie russe à genoux, comme certains pouvaient le penser, mais qui la malmène quand même. Et ça, on le voit dans beaucoup de secteurs, à commencer par l'aviation civile, ou simplement le fait que le géant Gazprom est devenu une entreprise déficitaire pour la première fois de son histoire en 2023, car elle ne parvient plus à exporter ses hydrocarbures au prix fort vers les pays européens. Il y a aussi ces 300 milliards de dollars d'actifs russes qui ont été gelés dans plusieurs banques à travers le monde, et qui ne vont pas être rendus à la Russie de sitôt. Et à cette liste de difficultés rencontrées par la Russie qui expliquerait qu'elle n'a pas rempli ses objectifs stratégiques, on peut ajouter le côté diplomatique, notamment le vote de résolution par l'Assemblée générale de l'ONU qui condamne son invasion, le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine, et un certain isolement diplomatique, ou en tout cas des relations plus compliquées avec quand même une centaine de pays à travers le monde. Le récent sommet des BRICS, ça je vais y revenir, a rompu cette sensation d'isolement diplomatique, mais on a aussi noté que le communiqué final donc de ce sommet des BRICS ne reprend pas le récit russe sur les justifications de l'invasion de l'Ukraine. Et en parallèle, l'Ouzbékistan a annoncé qu'il ne rejoindrait pas l'Union eurasiatique, un projet géopolitique cher à Vladimir Poutine, et qui montre que, elle ne s'est pas encore imposée comme une alternative attractive pour un certain nombre de pays. Ça, c'est une liste de facteurs qui expliquerait que la Russie est mal en point et qu'elle n'a pas atteint ses objectifs stratégiques. Si on se réfère à cette liste, alors le temps serait du côté de l'Ukraine et des Occidentaux, et c'est clairement une manière de mettre en avant et de valoriser l'approche réfléchie et mesurée de l'administration Biden, qui a permis à l'Ukraine de résister tout en évitant une escalade, c'est-à-dire un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie,
ou une guerre nucléaire. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup dans les discours émanant de Washington mais aussi des chancelleries européennes pour vanter l'approche donc mesurée et réfléchie de l'administration Biden. Et le fait que l'article de Foreign Affairs soit sorti quelques jours à peine avant l'élection présidentielle américaine, ce n'est pas un hasard, c'est clairement une tentative de défendre son bilan et d'assurer que tout a été fait au mieux. Et beaucoup de ces arguments que j'ai listés sont vrais. La Russie n'est clairement pas dans une situation optimale et l'Ukraine résiste bel et bien presque 3 ans après le lancement de cette invasion généralisée. Mais il faut aussi voir l'envers du décor, c'est-à-dire les succès et les points forts de la Russie et aussi ce que le prolongement de cette situation implique pour le délitement progressif de l'ordre international. Déjà pour parler de la guerre en elle-même, la Russie a quand même réussi à occuper plus de 20% du territoire ukrainien. En plus de la Crimée, annexée en 2014, le Kremlin a ajouté 4 autres oblasts qui sont désormais inscrits dans la constitution russe comme partie constituante de l'État fédéral, et on imagine mal le Kremlin faire marche arrière. Moscou a mis la main sur des ressources minérales, agricoles et industrielles en Ukraine, ainsi que sur un bassin de population de plusieurs centaines de milliers de personnes, si ce n'est plusieurs millions. Et le tout lié au déplacement de population et aux enlèvements d'enfants ukrainiens, ça vient compenser en partie le déclin démographique russe. L'Ukraine, elle résiste certes, mais elle est dépeuplée, une partie de son territoire est en ruine, très densément minée. L'économie nationale, elle n'est pas exactement exsangue, mais elle pourrait très difficilement résister si jamais les Occidentaux interrompaient leur perfusion financière. Et quelle que soit l'issue de la guerre, l'Ukraine mettra des décennies à s'en remettre, et cela obère ses perspectives de croissance, de développement, mais aussi d'adhésion au marché unique européen. Poutine a bel et bien perdu l'Ukraine comme partenaire, l'immense majorité des Ukrainiens ne veut plus entendre parler des Russes ou d'un renouvellement des liens avec la Russie, mais plus le temps passe et plus des fractures apparaissent au sein de la société ukrainienne, donc l'unité du pays n'est pas remise en cause, mais il y a de sérieuses tensions sur des questions de mobilisation, d'émigration, de conduite de la guerre, et donc il faut prendre ça en compte. Une Ukraine occupée à hauteur de 20% de son territoire et structurellement affaiblie, c'est déjà un grand succès pour Vladimir Poutine. L'économie russe, j'en ai parlé, elle est mise à mal par les sanctions, mais elle résiste. On a assisté à une diversification des circuits financiers et commerciaux et à la mise en place d'une économie de guerre qui garantit à la Russie une résilience sur le long terme. Cette diversification, ce réajustement des flux commerciaux et financiers, il a aussi servi les intérêts de la Russie à l'international, en renforçant les partenariats de la Russie avec des pays comme la Chine, l'Inde, les États d'Asie centrale ou encore du Caucase. Et avec le contournement des sanctions, les liens commerciaux s'intensifient et évidemment les liens politiques aussi. Et on a vu comment cette tendance s'est développée et s'est affirmée entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Jusqu'à un point où ce dernier pays, donc la Corée du Nord, est maintenant partie prenante directement du conflit après avoir envoyé un premier contingent, aujourd'hui déployé dans l'oblast de Koursk en Russie. Et ce renforcement d'un groupe de puissances révisionnistes et vindicatrices vis-à-vis de l'Occident évidemment, mais plus généralement vis-à-vis de l'ordre international tel qu'il a été établi en 1945 et conforté en 1991, le renforcement de ce groupe, il met en place un véritable contrepoids face aux puissances occidentales et il contribue à la mise en œuvre de leur politique du chaos. Ça, c'est un concept développé par exemple par Isabelle Mandreau et Julien Théron dans leur livre La stratégie du désordre. Je vous mets le lien en description. L'idée que ces pays ne sont pas assez puissants pour se lancer dans un conflit frontal avec les Occidentaux, les Américains en premier lieu, mais qu'ils travaillent aux marges et qu'il travaille aussi à saper les fondements des sociétés occidentales. Et ça, on l'a vu dans plusieurs élections récemment à travers le monde. On l'a aussi vu en Afrique de l'Ouest, où les Russes se sont implantés à un point où ils ont pu favoriser les conditions pour encourager un rejet des Occidentaux, les Français en tête. Et on l'a aussi vu, évidemment, au Proche-Orient, où le jeu des proxys a largement contribué à l'embrasement du conflit actuel. Et là, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Si les Occidentaux avaient été plus fermes dans leur réponse à l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, au lieu de se réfugier derrière des lignes rouges imaginaires qui ont toutes été franchies depuis 2022, eh bien, est-ce que tous ces développements auraient eu lieu ?
Et est-ce que l'administration Biden, en tentant d'éviter une escalade, n'aurait pas au contraire favorisé des escalades, donc au pluriel? Plus le temps passe et plus le récit russe d'une lutte acharnée contre l'impérialisme occidental s'installe parmi ce que l'on appelle les pays du Sud global. On le voit dans les votes donc à l'Assemblée générale à l'ONU, on le voit aussi dans le dernier sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan en Russie et qui a attiré beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Ça a été l'occasion de voir que les BRICS s'installent de plus en plus comme une alternative au G7 évidemment, mais aussi à d'autres institutions multilatérales. Et qu'en fait, l'ordre international que les Américains et les Européens prétendent sauvegarder à travers leur engagement en Ukraine, eh bien il appartient de plus en plus au passé. Si l'invasion russe avait été stoppée plus nettement en 2022, cet ordre international il aurait pu être rétabli. Même s'il aurait de toutes les manières fallu le réformer, puisqu'il est profondément injuste et archaïque par rapport à la situation de 1945. Mais aujourd'hui, en 2024, il est clair qu'il ne reste plus que des débris de cet ordre international, et qu'un retour en arrière est quasi impossible. Et ça, c'est l'aboutissement d'un projet de très long terme de Vladimir Poutine, qu'il a exprimé assez ouvertement dès le milieu des années 2000. On peut aussi rajouter un autre grand succès du Kremlin, c'est que plus le temps passe, et plus les manquements, les insuffisances, les faiblesses, les lâchetés des Occidentaux sont apparentes. Je parle évidemment de l'effet de fatigue parmi les opinions publiques et les dirigeants, la difficulté à adopter des nouveaux paquets d'assistance militaire ou financière, mais aussi de l'incapacité des Occidentaux en tant que collectif à définir des buts de guerre et à se donner les moyens de les atteindre. Dernièrement, le fait que la Maison-Blanche a été incapable de réagir au déploiement du contingent nord-coréen en Russie et en Ukraine est quand même particulièrement affligeant puisqu'il s'agit du premier déploiement de soldats nord-coréens à l'étranger depuis 1953. Et Lloyd Austin, donc le secrétaire américain à la défense et l'auteur de cet article dans Foreign Affairs, il a même été jusqu'à se poser publiquement la question du motif de la venue des Nord-Coréens, comme s'ils étaient venus faire du tourisme ou de la simple observation. On lève un peu les yeux au ciel. Et donc ce qui fait que malgré les tentatives de défendre le bilan de l'administration Biden et des Occidentaux en règle générale, eh bien ils ne peuvent pas se vanter de grand chose en fait. Depuis 2022, ils ne font que confirmer leurs insuffisances, qui étaient déjà assez criantes depuis 2013 et le piétinement des lignes rouges d'Obama en Syrie. Et oui, la Russie n'est pas dans une situation optimale, loin de là, mais même avec une Russie affaiblie, le prolongement de ce conflit entraîne des recompositions qui mettent à bas petit à petit l'ordre international. Et cela achève de décrédibiliser les Occidentaux en tant que puissance qui aurait la capacité d'agir sur le monde. On peut donc comprendre que Lloyd Austin veuille défendre le bilan de Joe Biden, mais c'est en fait encore un mandat désastreux en termes de politique étrangère américaine. Et là évidemment je ne parle que de la guerre russe en Ukraine, je ne parle pas du Proche-Orient ou de l'éléphant dans la pièce, le fait que Donald Trump ait été réélu président avec une majorité écrasante, ce qui vaut comme un rejet catégorique de l'héritage de Joe Biden. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.